Le rapport de la Médina au mouvement national a été diversement apprécié. Et ce n'est pas le film La bataille d'Alger de Youssef Saadi, bien que réalisé par Gillo Pontecorvo, qui nous prouvera le contraire. Surtout les séquences qui ont été réservées à Ali Lapointe et qui sont loin d'être révélatrices de ce qui s'était vraiment passé, puisque Ali Lapointe n'est pas revenu d'un monde si décrié à l'époque à la Révolution. Il est venu donc à la bataille d'Alger après avoir purgé une peine au niveau de la prison de Berouaguia et pris en charge par le FLN pour être par la suite versé dans la guerre révolutionnaire populaire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette nouvelle escale que nous réservons à l'histoire de notre pays. Et il est bien évident que l'escale méditerranéenne se propose toujours d'aller à contrario des idées reçues pour faire triompher la vérité. Et pour parler du rapport de la Médina à la Révolution nationale, il faut bien entendu passer par des exemples assez palpables, des exemples qui ont été forgés par le peuple algérien tout au long de son histoire, et notamment au niveau des milieux citadins où le sport et la culture ont joué un rôle déterminant dans la prise de conscience nationale. Pour parler donc de cet aspect du problème assez inédit, j'ai fait appel à des spécialistes en la matière, des personnalités qui ont à cœur justement l'idée que seule la vérité est révolutionnaire. Avec nous ce soir pour parler du rôle de la dynamique culturelle et sportive dans le jaillissement du mouvement national, Youssef Fates, qui est docteur d'État en sciences politiques et qui enseigne à l'université de Paris-Nanterre, Larbi Chebouden, professeur de sociologie à l'université d'Alger 2, Omar Hachi, chercheur et non moins pionnier du mouvement des scouts en Algérie, et enfin Jafar Lesbet, architecte et sociologue. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par Youssef Fates qui a commis une étude très importante sur le rôle du mouvement sportif national dans la prise de conscience du peuple algérien. Youssef Fates, si on vous demandait donc de nous éclairer sur ce rôle fondateur, bien que le mouvement sportif soit apprécié à l'heure qu'il est d'une manière assez réductrice, quelle serait votre réponse? Tout d'abord, si vous permettez, je ne vais pas rentrer ex abrupto dans, disons, une réponse. Je voudrais juste dire qu'effectivement, ma réflexion en tant que politiste a porté sur un petit objet qui est le sport, mais qui a été démontré lorsque on l'analyse à un certain nombre de paradigmes, je veux dire non conventionnels, être un élément fondamental dans la construction de la conscience nationale. Il est un objet donc très grand, c'est un objet sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Je vais essayer assez brièvement, peut-être on en reviendra après, montrer comment le sport participe de la prise de conscience nationale algérienne. Tout d'abord, il faut rappeler que le mouvement sportif national donc, a commencé très très tôt. Nous avons naturellement la première association, on ne va pas dire sportive puisque c'était de la gymnastique, qui est l'avant-garde, qui est créée en 1895. C'est la première association, parce que nous ne sommes pas encore à la loi de 1901,
mais qui ne sera appliqué à l'Algérie qu'en 1904, et qui montre qu'il y a une prise de conscience des Algériens pour, disons, une nouvelle corporéité. Mais cette pratique corporelle inédite, puisqu'elle n'est pas, j'allais dire, la continuité des activités traditionnelles qui sont le reflet de la culture algérienne, proprement algérienne, va aussi entraîner, j'allais dire, une prise de conscience de l'entre-nous. Les musulmans, à l'époque, enfin les musulmans, je pense qu'il faut aussi voir les différentes appellations, entre guillemets, qui étaient attribuées par les autorités coloniales aux Algériens, les indigènes, les musulmans, les Français musulmans. Donc il y a tout un processus qui va nommer les Algériens. Alors pour revenir, comme je disais, à cette première association, elle pose naturellement la question de l'accès aux activités gymniques, bien sûr, comme tous les, j'allais dire, les habitants d'Algérie en ce moment, c'est-à-dire, en l'occurrence, la communauté européenne. Donc c'est une, on va dire, une revendication démocratique. Bien sûr, elle est réservée à une ultra-minorité, et en particulier, on va dire, à une catégorie sociale éclairée, une avant-garde. Donc après cette association, première association, bien sûr, on a dit la doyenne des associations, non seulement en Algérie, mais en Afrique. Donc cette association, bien sûr, va évoluer progressivement et qui va perdurer, qui restera jusque, me semble-t-il, c'est mes souvenirs en banc, en 1970. Oh oui, bien sûr. Alors, et qui avait son siège rue du 1er novembre. Tout à fait. Donc, si on revient à cette association, elle pose la revendication, l'accès aux activités corporelles des Algériens. C'est une sorte, bon, les sociologues diraient, d'accès à la modernité. À côté de ça, donc bien plus tard, bien sûr, vont arriver un certain nombre de clubs. Au départ, bien sûr, ils sont dans la mouvance loyaliste. Ils sont loyalistes par rapport, je veux dire, au colonial. Et là aussi, il faut faire toujours un parallèle avec la construction, on va dire, de la conscience politique. Donc 1895, il n'y a pas de nationalité. Un peu plus tard, à partir des années 1900, 1910, etc., nous avons, bien sûr avec l'émir Khaled, les jeunes Algériens, qui eux aussi demandent, revendiquent une certaine, on va dire, égalité, certaine, j'allais dire, accès à la démocratie, etc. À côté, donc après avoir épuisé cette période-là, nous avons des clubs nationaux, musulmans, donc qui vont poser la question identitaire, donc reconstruction de la conscience identitaire à travers un certain nombre de symboles, qui sont naturellement les couleurs, le vert, le blanc et le rouge. Et là, je profite de l'occasion pour dire, effectivement, le Mouloudia d'Alger va être créé en 1901. Là, effectivement, il pose d'une manière symbolique la référence islamique. C'est le Mouloud, c'est la naissance du prophète. Là. Alors, à partir de là, donc, nous avons le symbole, nous avons bien sûr les couleurs, mais nous avons aussi des pratiques. Les pratiques, alors en ce qui concerne par exemple les clubs, nous avons les comités directeurs. Pour le Mouloudia, bien sûr au départ, ils sont entre guillemets plus dirigés par des notables et les élus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient un meilleur accès à l'administration et l'administration les prenait au sérieux. Mais il n'en demeure pas moins que les créateurs et en même temps, j'allais dire, la revendication, ce sont les lycéens, les collégiens qui ont besoin de cette pratique. Et je crois qu'en ce qui concerne le Mouloudia, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, effectivement, quand on voit un peu les témoignages des différents, j'allais dire, responsables du Mouloudia, c'est Aouf qui, bon, des jeunes qui jouent sur la place Tel Oud à l'époque, place du gouvernement Saht Chouhada. Et on retrouve, si vous voulez, des homologies aujourd'hui presque parfaites. Moi, quand je vais effectivement dans Alger, je retrouve ces jeunes en train de jouer devant le théâtre. Comme du temps, j'allais dire, de la naissance des premières associations. Alors, ces clubs, naturellement musulmans,
parce que là aussi, il faut rappeler qu'en Algérie, pendant la période coloniale, on peut dire qu'on a une typologie de clubs. Nous avons les clubs européens, qui étaient exclusivement européens, mais dans lesquels pouvaient intervenir quelques pratiquants algériens, hein, musulmans comme ils disent, quelques indigènes. Nous avons les clubs franco-arabes ou franco-musulmans. Ces clubs franco-arabes ou franco-musulmans, si on décortique l'appellation franco, donc d'abord c'est les Français, c'est la puissance coloniale, et arabe, ça se rajoute. Donc, alors pourquoi ces clubs franco-arabes ou franco-musulmans? Alors il y a plusieurs théories. Nous avons la première, c'est-à-dire des causes de la création de ces clubs franco-arabes ou franco-musulmans. D'abord, les autorités coloniales ne voulaient pas qu'il y ait une multiplication de clubs strictement monocommunautaires, c'est-à-dire musulmans. Donc, il faut qu'il y ait une mixité, mais une mixité de façade. Donc, deuxième cause aussi, on peut penser que dans l'époque coloniale, pendant l'époque coloniale, il y avait des Français qui avaient reconnu un petit peu la diversité de l'Algérie, qui respectait en quelque sorte le substrat, le socle identitaire des Algériens, qui est l'islam. Donc ils ont voulu effectivement aussi s'opposer, je veux dire, à ce slogan colonial de l'époque qui disait que vous mettez un caillou blanc et un caillou noir, vous les faites bouillir, il en ressort toujours un caillou blanc. Il n'y aura pas de mélange. Donc ils voulaient casser, si vous voulez, ce mythe de l'intégration des Algériens dans la communauté, ce qu'ils appellent française, donc dans l'Union française. Donc ils essayaient de mettre ces clubs-là. On peut penser effectivement à l'époque des Saint-Simoniens et à Ismaël Urbain qui avait tenté cette expérience, mais ça ne va pas durer. Donc en clair, on peut aussi dire qu'il y avait des Français qui réellement souhaitaient cette fusion, mais pas celle que par exemple que nous retrouvons en Afrique du Sud, c'est-à-dire la chaire à Madiba, qui est on va dire, arc-en-ciel, où il y aurait, c'est l'échec. Donc il va y avoir une division entre les clubs musulmans. Alors parmi les clubs musulmans aussi, la notion de musulman, vous avez des clubs qui s'appellent USMA, Union sportive musulmane algérienne, Union sportive musulmane blidéenne, Union sportive musulmane djihadienne, etc. Donc nous avons des USMA. J'ai fait une typologie, plutôt une division dans cette typologie. Nous avons des clubs, on va dire, où la lettre M n'existe pas, mais néanmoins ce sont des clubs du nationalisme. Et on peut dire qu'il y avait des clubs de la résistance et des clubs du loyalisme. Le loyalisme, bien sûr, parce que bon, il y avait des lois coloniales qui étaient assez répressives et qui exigeaient, pendant la création, d'avoir naturellement des Européens. Et pour ce faire, les différents gouverneurs généraux ont édicté des circulaires gubernatoriales qui obligeaient les clubs musulmans à avoir des Français, des Européens. Des Européens, au moins deux. Au départ, 2, 3, et après 5. Et ce n'est qu'en 1947, avec le changement de statut de l'Algérie, lorsque les Algériens accèdent à la nationalité française, on devient citoyen français. Donc, au départ, on a la nationalité française, mais disons la citoyenneté, c'est-à-dire avec l'exercice des droits et des devoirs, n'est acquise qu'à partir de 40. C'est automatiquement ces différentes circulaires qui obligeaient les Algériens à avoir des Européens tombent en désuétude. Et à ce moment-là, nous avons des clubs purement algériens, avec une symbolique algérienne musulmane. Tout à fait. Et là, bon, on peut citer la JSMA, le SMA, etc. Peut-être que d'autres en parleront après moi. Donc voilà à peu près un peu ces différents clubs. Et puis, je dis, le sport, et en particulier le football, va être un miroir des rapports intercommunautaires pendant cette période coloniale. Comment ? Sur le stade. Sur le stade, et tout à l'heure j'entendais en aparté qu'effectivement lorsqu'un club européen rencontrait un club musulman, on va jouer sur le symbolique. Et effectivement, le Gallia qui est on va dire, le Gallia Sport d'Alger. Le Gallia Sport d'Alger, c'était un club de petits blancs.
de Maltais, d'Espagnols, etc. Et le symbole Gallia, Gallus, c'est le coq. Le coq a failli être, je veux dire, le symbole de la République française avant la Marianne. Hein. Donc, le coq, et là, je renvoie à un ouvrage qui est, à mon avis, très important, c'est l'envers des tribunes de l'Adi Flissi. Où effectivement, où il nous montre, un autre enfant de la Casbah. Un autre enfant de la Casbah, où il maîtrise bien. C'est un ouvrage qui est bien fait, un bon témoignage, je veux dire, de cette période-là. Comment les Algériens vont utiliser la symbolique. Ils vont non seulement égorger le coq, non, ils vont le dénuder. Richaud, c'est ça. Exactement. Un coq nu, symboliquement, c'est vraiment la France qui est complètement mise à nu. Et puis, il y a bien sûr la violence entre les deux communautés, entre guillemets, bon, les Arabes, comme ils disent eux, et les Français. Donc, vous voyez que le sport a permis aussi dans cette confrontation, qui était symbolique, puisqu'elle se situait sur un stade, et en fait, c'est ce qui se joue dans la macro-société. Micro-société, macro-société, c'est le reflet exact de cette lutte. Et ce n'est donc que plus tard, je résume, hein, je vais un petit peu, en 1956, le FLN donne l'ordre de stopper les activités physiques, qu'effectivement, nous rentrons dans un autre, on va dire, dans une autre période, une période où le sport est utilisé à travers la glorieuse équipe du FLN à des fins diplomatiques. Mais pour résumer, le sport est un objet qui nous donne effectivement, j'allais dire, l'évolution de notre société. Et il est nécessaire pour la mémoire, pour la transmission, à mon avis, de le prendre en considération. Bonsoir, monsieur. Le sociologue que vous êtes a certainement pris en considération le fait avéré que le sentiment national est façonné par la réalité objective et par donc des réponses concrètes à cette même réalité. Aouf avait déclaré, en sentant que la décision de créer le Mouloudia d'Alger a été prise à la suite d'une balade à la place du gouvernement, Saad Chouhada, lorsque des militaires se gaussaient, donc des jeunes Algériens qui jouaient avec des pelotes en papier, en claironnant que c'était leur parc des princes. Aouf avait oublié ceci, que la naissance du Mouloudia avait fait suite à la disparition du club sportif d'Alger, le CSA, qui avait été créé à l'initiative de l'Imir Khaled, non pas pour aller cueillir des marguerites, mais pour faire en sorte que le sport, comme la culture, puisque l'Imir Khaled a eu le mérite aussi d'être derrière la création du théâtre populaire, tel que porté par Mahidine Bachtarzi, Rachid Qsentini et Allalou. Donc, alors, le sociologue que vous êtes, n'est-il pas quelque peu décontenancé par le fait que des déclarations apolitiques puissent être avancées, alors que l'utilisation des couleurs, l'utilisation des symboles, l'utilisation de la religiosité avait donc une direction bien précise, à savoir faire du Mouloudia une équipe de revendication à même de permettre aux Algériens, parce que c'est un club qui avait ses supporters à travers le territoire national, de s'exprimer dans les stades, ce qu'ils ne pouvaient pas faire donc à l'extérieur de cet espace. Eh bien, je vous remercie. Et puis en même temps, vous me mettez dans une situation où il serait beaucoup plus intéressant de traiter de ce type de questions en des segments de temps un peu plus larges. Mais là, j'ai un petit temps. N'est-ce pas? Mais en même temps, c'est une question qui interpelle. Elle interpelle sur plusieurs dimensions, dans la mesure où le sport est un produit de la société. Il n'est plus, à certains moments, au stade de la communauté. C'est par ces prolongements que j'entends tout cela.
Mais en même temps, avant de vous répondre, je me dois de rappeler quand même un contexte sociopolitique de l'époque qui était celui de l'Algérie coloniale, et que déjà bientôt on va fêter le siècle de la conquête, on parle de 1920, mais en même temps déjà les grandes structures qui ne donnaient pas cette impression affichée, j'allais dire de la société civile partie musulmane, étaient en situation d'une double lutte. Il y a la lutte politique dans ses formes et il y a la lutte culturelle dans ses propres formes. À partir de ce moment-là, nous prendrions la partie culturelle. Cela va de la revendication identitaire et religieuse de ce que l'on était, mais en même temps en tant que dominé. Et cette revendication se faisait non pas dans une forme de ségrégation, mais dans une forme d'expression à la fois culturelle, religieuse, y compris vestimentaire. On se rappellera un certain nombre de revues de ces années-là, notamment, où les fêtes musulmanes donnaient l'occasion à des expressions que moi je qualifie de territorialisées parce que cela se passait dans le territoire de la Kasbah. Et là, les atours des costumes traditionnels, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, se proposaient comme des moments d'exception, parce que c'était des fêtes, qu'elles furent religieuses ou familiales, mais en même temps des moments d'exception parce que c'était l'occasion de dire qui on est et d'exposer d'où on vient. Musulmans, ne l'oublions pas, Algériens, en situation de dominer, c'était la période. Mais en même temps, à côté de cela, je vous passe la partie des luttes politiques. Comme l'a si bien précisé le professeur Fattès, à partir des premiers moments de 1912, de l'émir Khaled, etc., des JA, ce qu'on appelait les JA, comme on le disait pour les jeunes Turcs, etc., ces luttes politiques... Jeunes Algériens. Oui. Ces luttes politiques s'exprimaient comment? Par des formes de conscientisation. Comment faire prendre une conscience politique à quelqu'un après être passé par la prise de conscience sociale. C'est pour que je puisse venir à cette histoire de sport. Parce que le sport, dans ce cas-là, il va être un creuset à la fois des grands problèmes de la société dominée qui subissait la ségrégation de fait. Un catalyseur. Mais en même temps, c'est un creuset pour jouer le rôle de catalyseur, de condensateur social et politique. À partir de ce moment-là, n'oublions pas que nous existons en tant que société civile. Et par conséquent, nous avions droit au droit à la ville, quoique dans la Kasbah, à propos de la Kasbah, Jacques Berck disait, le musulman de la Kasbah, il percevait ces espaces comme des espaces refuges, parce que c'est là qu'il se retrouvait, c'est là qu'il retrouvait son confort. Il se protégeait du monstre de la ville moderne pour laquelle il n'avait ni les moyens culturels d'accéder, parce qu'il était refusé, et encore moins les moyens matériels. Et c'est pourquoi cette histoire d'association va se développer petit à petit, mais va constituer un noyau, un tissu, un mouvement associatif. Et parmi les principales associations, il y aura celles qui vont concerner le sport. Et à ce moment-là, dans le sport, on va choisir pour les musulmans, il y a une situation quand même où il était besoin d'exprimer qui on est, mais en même temps, il y a cette histoire de Rijla, et on ne peut pas faire autre sport que celui de la boxe ou celui du football. Or, dans les deux cas, c'est du sport violent. Ça va marcher comme ça pendant bien longtemps. Je n'ai pas en tête les grands noms de vedettes de cette période, malheureusement pour moi. Des vedettes immortalisées par... et je nous invite à avoir une pieuse pensée pour lui, par Abbas Abdallah, dans ses travaux pour la télévision. Mais l'intérêt pour moi, c'est que le sport est un espace que l'on va considérer en temps normaux d'une société de loisirs.
Or, les sports violents, ce n'est pas nécessairement du loisir, c'est des sports de combat. Et il faut se rappeler aussi les arènes de stade. Et le stade, c'est aussi un espace immense d'expression, de revendications politiques et de revendications sociales. Comme le disait le professeur Fattès tout à l'heure, entre cette époque-là et les mœurs sociales et culturelles que nous rencontrons de nos jours, il n'y a que les dates qui changent. Or, l'avantage avec le sport, et les responsables de cette époque-là, je parle des responsables nationalistes, ont compris très vite les capacités de mobilisation du sport populaire. Or, il se trouve, et pour faire vite, que le sport populaire, il mobilise, il éduque. On ne peut pas être à la fois une vedette de sport et se retrouver dans j'allais dire, des lieux ou des activités ou des comportements où ça ne devrait pas être. Et alors, ce qui était important dans ces formes d'association, dans ces pratiques sportives qui étaient en même temps promotrices, au sens de statut social et au sens matériel, il ne faut pas l'oublier, au sens aussi de la notoriété, de la réputation. Or, la notoriété et la réputation fabriquent des images. Et ces images vous produisent des fans. Pour faire très vite, ces mouvements sportifs, et notamment pour le football en particulier, ce sera à travers différents clubs qui portaient en même temps le sigle et la symbolique ou le symbole musulman, ces mouvements sportifs et ces écoles et ces clubs sportifs. Fattès a oublié de citer un autre club qui porte le mot musulman, c'est l'USMMC, de l'Union sportive musulmane de Maison-Carrée, par exemple. Grand club. Un grand club qui a eu des martyrs aussi. C'est un immense club aussi. Mais il se trouve que cet ensemble de clubs vont non seulement être le terreau de recrutement des mouvements ou du mouvement nationaliste à travers différents partis, il ne faut pas l'oublier, mais en même temps, ça va être de grandes écoles qui vont, j'allais dire, vous produire les citoyens militants de demain et que l'on retrouvera comme à la fois de grands moudjahidines, de grands responsables de la révolution, pour beaucoup d'entre eux. Et je crois que le meilleur exemple, pour finir, ça a été effectivement la bataille d'Alger, et qui s'inscrit beaucoup plus dans un cadre révolutionnaire plutôt que dans un cadre de simple bataille entre dominants et dominés. Voilà. Merci. C'est Omar Hachi. Marhaba bik. Allah yassalmak. Omar Hachi, je tiens à le rappeler aux téléspectateurs, et la mémoire d'Alger. C'est la véritable mémoire d'Alger. Il est modeste, mais c'est un monsieur qui a énormément travaillé au niveau des archives de la wilaya. Il est historien. Quel est votre sentiment justement sur cette façon de dire que le mouvement sportif national, s'il a connu des débuts prometteurs, c'est certainement parce qu'il s'était inscrit dès le départ dans une revendication identitaire? Alors, moi, je ne suis pas féru en sport, et je dirais quand même un petit mensonge, puisque j'ai pratiqué en fait le football, et en même temps, j'ai été scout. Et ce que je voulais dire au départ, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, les mêmes personnes, ou une bonne partie des personnes qui étaient scouts, étaient en même temps des adhérents de clubs sportifs, et notamment le football. C'est vrai que le problème qui s'est toujours posé, comment est-ce que le mouvement nationaliste, et notamment le PPA-MTLD, a pu en fait prendre la tutelle de ces clubs. Et en même temps, il le fera pour le scoutisme. Les deux sont liés, en fait. Je me rappelle que la première fois que j'ai été dans un club, c'était l'Espérance sportive musulmane d'Alger. Celui qui a été mon entraîneur et qui, en même temps, était en même temps scout, il était le chef de clan. C'est-à-dire que les deux sont liés. Moi, j'ai fait du sport, ce n'est pas, en vérité, les personnes que j'ai connues dans ce club,
les personnes qui m'ont précédé l'ont dit, sont devenus par la suite, soit ont été martyrs, soit sont devenus des responsables au sein de l'organisation. Pour certains d'entre eux, c'était quand même des membres connus du PPA-MTLD. En fait, c'était beaucoup plus l'esprit communautaire. Je ne pense pas que c'était au départ un esprit patriotique ou nationaliste. C'est vrai que le problème qui se posait pour nous, lorsqu'on jouait notamment avec des équipes européennes, moi je ne dirais pas françaises, je dis européennes, c'est le plus souvent les parties se terminaient dans la bagarre. Et on a des exemples. Est-ce que ça a été une école, comme l'a été le scoutisme? C'est une question que l'on peut poser et qu'il faudra creuser. J'aurais tendance peut-être plutôt de parler du scoutisme, qui a suivi le même cheminement que le sport, sauf que le scoutisme va venir ou éclore beaucoup plus tard. C'est à partir des années 30. Et je disais le même cheminement parce que les premiers scouts, en fait, ont fait du scoutisme. Il y avait une relation, justement, entre le sport et le scoutisme qui était symbolisé à l'époque par Mohamed Bourras. Oui, mais en fait, c'est la figure, c'est la figure emblématique. Je voulais dire qu'au départ, il n'y a pas eu de scoutisme musulman comme ça. Il y avait en fait des scouts, donc des musulmans ou des indigènes, comme on les appelait, qui étaient affiliés à des groupes. Et je voudrais juste faire la genèse un peu du scoutisme en Algérie. Les premiers groupes scouts, le premier en fait est né entre 1911 et 1912, c'est tout simplement le groupe d'Alger qui représentait les éclaireurs de France. Il n'y avait pas de groupe scout avant cette date. Je rappelle que le scoutisme est né à partir de 1908 par Baden-Powell. Donc, à un certain moment, peut-être dans les années 20, mais je suppose beaucoup plus dans les années 30, des musulmans vont intégrer des groupes scouts, soit les EDF, soit les SDF, les éclaireurs de France, scouts de France, et les éclaireurs unionistes. Et Mohamed Bourras vient à Alger. Avant de commencer le football, avant de commencer à être scout, il est footballeur, il est joueur du Mouloudia d'Alger. Et la fréquentation, il fréquentait Nadi Tarqi, qui deviendra par la suite... Où était abrité le Mouloudia d'Alger. Et en fait, à partir de là, il sent la nécessité, parce que ses amis, notamment c'est Sadaq al-Foul, Allah yarhamou, donc qui est à Miliana, etc., avec un autre groupe. Eux-mêmes intègrent ces groupes scouts. Lui arrive à Alger et il y a le centenaire dont nous avons parlé. Et c'est lors du centenaire... Le centenaire, c'est en 1930. C'est en 1930. C'est donc la grande fête de la colonisation. De la colonisation. Et à ce moment-là, il voit des groupes scouts, des groupes venus de France, les groupes scouts européens d'Algérie, ainsi que d'autres groupes scouts étrangers. Et l'idée lui est venue donc de former un groupe scout. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a jamais, jusqu'en 1935, au moment où il décide la création d'un groupe scout qu'il va appeler le Falah, et qui est dans la Casbah. Dans la Casbah. Alors, non pas la rue Marengo, mais il va être rue Médée, puisque c'était sa maison. Le siège est donc du groupe El Falah. Ce n'est pas par hasard, puisque rue Médée toujours, nous avons l'association de musique classique algérienne, la deuxième à avoir vu le jour en Algérie, le Mousselia. La première étant El Jazairiya en 1930. Bien, alors, il crée un groupe scout, et en fait, la même année, il y a la naissance d'autres groupes scouts. Et les associations, il n'y avait pas un regroupement des associations, mais c'était des associations autonomes. Il y a Sétif, il y a Tizi Ouzou, il y a Oran, il y a Moustaganem, il y a bien sûr Miliana, et un peu partout, il y a des groupes qui naissent, mais qui naissent en associations autonomes. Et entre 1936, parce qu'il y a deux dates en fait, il y a 1935, il y a un dépôt de demande d'agrément qui est refusé
parce qu'il y a le terme paramilitaire, donc l'administration de la préfectorale refuse donc qu'on apprenne aux gens donc le paramilitaire, et c'est en 1936, en juin 1936, que naît le groupe scout. Et ce groupe scout s'appelle l'association scout musulman El-Falah. Donc on appelait les groupes par leur nom. Et de 1935... Comme il y avait le Qutb, par exemple. Nous viendrons au Qutb un peu plus tard. Alors, il y a donc c'est en 1937 pour le Qutb. Et donc, il y a jusqu'en 1939, et l'avantage, c'est qu'il y a une relation entre les différents responsables de groupes scouts dans les différentes villes algériennes, et on décide à ce moment-là de créer la FSMA, la Fédération des scouts musulmans algériens. Une réunion a lieu, ou un congrès a lieu à la prise d'eau, à El Harrach, et on crée et Boras devient, lui qui était uniquement président de l'association, le groupe El-Falah, devient le président de la Fédération des scouts musulmans algériens, qui regroupe l'ensemble des scouts musulmans algériens. Et dans le statut, par exemple, il y a la promesse scout. Et dans la promesse scout, il y a la patrie. Et ce qu'on appelle le Conseil du scoutisme français, qui est un conseil qui existe en France, n'est-ce pas? En 1944, les scouts musulmans algériens veulent faire partie du Conseil français. Et il y a un problème, c'est celui de patrie. Alors on veut changer le terme patrie par la France. Et les scouts musulmans algériens refusent qu'il y ait de prêter serment à la France. Ils prêtent serment à la patrie, car ils considèrent que leur patrie, c'est l'Algérie, non pas la France. Donc il y a ce souci des ulamas, par exemple. Nous savons que les ulamas se sont un peu occupés aussi, se sont intéressés au scoutisme. Mais c'est le PPA-MTLD qui, en fait, prend véritablement en main l'ensemble des groupes scouts. Oui, son projet de société était autrement plus révolutionnaire à partir du moment où le PPA roulait pour l'indépendance nationale. C'est certain, mais encore une fois, ça c'est la naissance de la notion du nationalisme. Donc ce sont les années, à partir des années 37. Et le fait, c'est que en 1946, le Conseil du scoutisme français accepte d'intégrer, vous me corrigerez, M. Fattès, accepte d'intégrer les scouts musulmans algériens en laissant les statuts tels qu'ils avaient été promulgués. Donc avec la notion. Ce dont je me rappelle, puisque je m'excuse, je fais un témoignage, en 1948-49, j'étais au Falah, et on a appris bien sûr plus tard, que les groupes scouts, en fait, recevaient les rencontres entre les différents nationalistes. Donc, en fait, les groupes scouts servaient en même temps de couverture au PPA-MTLD. Alors, la deuxième idée, c'est que le plus souvent, nous étions joueurs de sport, donc joueurs de football, mais en même temps, nous nous retrouvions au niveau des clubs sportifs. Très juste. Alors, est-ce que c'était le seul mouvement? En fait, il y a eu d'autres mouvements. Il y a le mouvement de la Mina, qui est un mouvement des Pères Blancs, au sein duquel il y avait une branche pour les indigènes, pour les musulmans. Et il y a eu d'autres groupes, dans le cas, par exemple, de Cheikh Al-Uqbi. Cheikh Al-Uqbi patronnait, entre guillemets, un groupe qui s'appelait le Khayriya, et qui était installé rue Caton. Khayriya, c'était plutôt de dimension sociale. Non, pas du tout. C'est pas le Khayriya, c'est pas la bienfaisance. C'est un groupe scout, et le créateur de ce groupe était Abdelkader Diguer. Diguer, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Presque, cher ami. N'est-ce pas, c'est Jafar Lesbet? Alors, votre sentiment à ce propos, dans quelle mesure, justement, ce mouvement sportif avait-il été, comment dirais-je, impulsé par des aspirations politiques, puisque nous savons d'avance que, et on a tendance à le taire, parce que le dire, c'est mettre en relief le rôle moteur joué par Alger dans le mouvement national, on a tendance à taire ce qu'a fait l'émir Khaled dans le domaine de la mobilisation consciente du citoyen algérien, que ce soit dans le domaine des luttes pour la démocratie, pour que les collectivités, les assemblées élues soient investies par les musulmans, comme dans le domaine social. Plusieurs associations à caractère social ont vu le jour, et culturel, puisqu'on a parlé du théâtre populaire, comme on a parlé du CSA, par exemple, qui a été directement impulsé par l'émir Khaled, le club sportif d'Alger. Et nous constatons par la suite que tous les clubs qui se sont créés, par exemple, si nous prenons le cas de Mahmoud Ben Siem, il a été au Mouloudia, il est passé à l'USMA, et il est passé ensuite à l'USMMC, l'Union donc sportive musulmane de Maison Carrée, sans compter le fait que le Mouloudia a été à l'origine de la naissance de plusieurs clubs à travers le territoire national, soit directement, soit indirectement, et que, à la faveur de cette création, par exemple à Biskra, lorsque le Mouloudia a été disputé un match à Biskra, c'est là qu'elle découvrit Cheikh Al-Aqbi, celui qui va peser de tout son poids dans la vie sociale et religieuse à Alger. C'est le Mouloudia qui l'a découvert, et on avait parlé aux responsables du Nadi Tarqi, puisque le siège du Mouloudia était au Nadi Tarqi, qui a décidé de le faire venir à Alger. C'est Lesbet. Comme on dit, on ne finit pas d'apprendre, et j'ai appris plein de choses. Maintenant, je trouve dans le dilemme, est-ce qu'il faut, j'allais dire, intellectualiser mon passé? Et dans ce cas-là, je vais verser dans le nationalisme, le berceau de tout ça. Ou au contraire, je crois que je vais essayer de parler comme l'enfant de la Casbah. Très juste. De mon vécu, sans l'apport que j'ai eu par la suite. Parce que s'il n'y a pas eu l'indépendance qui m'a permis d'apprécier le sens des mots. Par exemple, on parlait beaucoup de révolution. Or, il y a eu lutte d'indépendance. La lutte d'indépendance implique un occupant. La révolution n'a pas besoin. Elle peut être intérieure. Donc, effectivement, on a accompli l'indépendance et on confond aisément avec révolution. Donc, ça me paraît assez précis. Pour l'autre, je ne crois pas dans mon vécu à côtoyer des Européens. C'était le Gouer. Ouais. C'est des Algériens, mais chrétiens. Mais ils sont Algériens, parce que s'ils les traitent d'Européens, j'ai du mal avec ma conscience. Qu'est-ce que je ferais avec Yveton, avec Péchard, avec Maurice Laban, avec Maillot? La liste est longue. Oui. La liste est longue. Et cette confusion de musulmans, effectivement, il y a eu profusion de clubs à connotation musulmane, et ce M a servi à un moment, il a fait mal à d'autres. Je vous signale que Alice Cherki, qui a été élu dans l'UGMA au moment de la lutte, a été démis de ses fonctions parce que de confession juive. Alors elle est algérienne. Donc ce jeu de la religion me semble très très délicat à manipuler. Et quand on parle de mouvement national, mon père est chaoui, il vient des Aurès. Je ne me souviens pas qu'il y ait le moindre attrait pour le football. Pour lui-même, c'était haram. Parce que Hassan Hussein, c'est ça, oui. Il y avait cette idée qui circulait. Voilà. Et mon frère qui jouait au Mouloudia d'Alger cachait ses vêtements chez ma grand-mère. Parce que c'est mon père et chez vous, mais donc c'était plus des pratiques communautés, je dirais urbaines. Urbaine, oui. En plus, on était extrêmement minoritaire. Si on se souvient qu'en 1954, il y avait à peine 18% d'Algériens qui étaient urbains.
Très juste. Et l'inverse chez les Algériens, pourquoi retourner là-bas et dire les Algériens chrétiens ou juifs d'une autre confession, puisque l'algérianité s'obtient comment? Quand ils sont là, depuis quel que soit comment ils sont rentrés, depuis plusieurs générations, et d'autant plus que certains sont morts pour cette cause, je dirais, eux ont fait la révolution. Très juste. Puisqu'ils étaient déjà indépendants. Et le sport, je l'ai toujours... Donc c'était un sport urbain. Je ne crois pas qu'il ait un impact dans les campagnes. Quand j'ai accompagné mon père dans les Aurès, personne ne parlait de sport. Hein. Ce n'est pas du tout le souci. Ils ne savaient même pas que ça existait. Donc si on se remet à l'époque, donc juste avant l'indépendance, effectivement, il y a une élite. D'ailleurs, donc on voit dans le joueur André Omar une photo, et quand on trouve dans l'équipe, qui Ben Siam, Branchi, c'est les grandes familles, algéroises, donc aisées, donc qui côtoyaient par ce truchement-là, donc le peuple était loin de tout ça. Néanmoins, le sport était très présent. Le moindre espace résiduel à la Casbah était un terrain de foot. Et je dirais, comme l'école, qui était une impasse. Là, je vois un ami Hidaj qui est là. Peut-être c'est le seul qui a vu le lycée de près. On est tous passés à côté. À l'époque, donc il y avait une solution, enfin un moment d'exclusion qui était pratiquement généralisé. Quelques Algériens essayaient d'échapper de ce carcan et faisaient des choses. Effectivement, même les scouts étaient extra-minoritaires. Puisque je dirais, les valeurs du moment étaient Dougdoug ou Dibza ou Hadek, alors Scout et Dirnedam. Et les jeunes étaient un petit peu réfractaires à cela, et c'était plus les jeunes un petit peu, je dirais, éduqués, qui sortaient de ce truc-là, qui, au contraire, adhéraient au scout qui était formateur. Et j'ai compris beaucoup plus tard, même quand je voyais des copains de la rue Marengo qui étaient scout, donc c'était eux et nous, il y avait une opposition. Surtout Salwa Al-Qsair. Alors la choc, c'était quand même fabuleux. Donc on tolérait plus le soulard que celui qui portait un short. Donc c'était même au niveau vestimentaire. Et il y avait une... Alors ça dure, en combien de temps c'est beaucoup plus accentué. Pour nous, musulmans, c'était plus une ADN que réellement une religion. C'était la différence. Parce que même le kilo, quel musulman? On disait musulman ou arabe ou c'est synonyme. Et les pratiques sociales, je pense qu'elles ne résultent pas de l'islam. Il n'y a pas de culture. La religion arrive dans une culture, elle ne crée pas une culture. Donc, à moins que l'Algérie était dénuée de tout, ni savoir, ni rien du tout, et c'est la religion qui ramène la culture. Non, la culture était là. Donc, elle s'adapte. Donc, ce qui explique les différences, même aujourd'hui, entre, par exemple, un mariage, si on prend le mariage comme un symbole fort d'une culture, est différent à Alger, qu'à Cherchel, qu'à Tlemcen, qu'à Ardaya. Donc, c'est les pratiques sociales qui prennent le dessus. La religion, c'est un dogme. Lui, par contre, il est... je dirais, universel et conforme dans tous les lieux. Personne ne dit, au nom de ma culture, je vais inventer Sba Rakat ou la Tman Rakat ou la Salah al-Rajl wahda. Non, on fait tous le même dogme. Et les pratiques sociales, je pense je ne sais pas si on les enrichit, on les appauvrit, quand on les met dans le sachet de musulmans. Le M, moi j'ai joué tout petit, j'étais, je crois, cadet ou à la ASMA, oui. Et le M, ce n'était pas musulman, c'était mairie d'Alger. L'association sportive de la mairie d'Alger. Oui, la mairie d'Alger. Je me rappelle, j'ai encore la carte de la mairie d'Alger. Et ce cantonnement permettait justement, et quand on l'englobe dans le Khren, je dirais presque on rend service à l'idéologie coloniale qui effectivement, parce qu'il y a à s'interroger, comment se fait-il que ce qu'on appelle le berceau de la révolution universelle secrète l'apartheid. Ben, l'apartheid, on a pu le pratiquer qu'en justement faisant stigmatiser la religion des gens, de dire bon, on va respecter un livret de famille avec 4 pages pour les époux, ça nous enlève du sport, mais juste pour remettre les termes dans leur contexte.
Et ça justifie, le deuxième collège, ça justifie l'exclusion au nom d'une république. Puisque quand on parle de la France, c'est une mosaïque d'idéologies qui sont succédées du fascisme jusqu'au révolutionnaire, et tous ont géré tranquillement les colonies, sans aucun état d'âme. Et donc, si on oublie ce contexte, cette confusion des termes, et on met européens, musulmans avec la division, et on oublie ce qui était très très fort, le rural et urbain. C'est que je ne me souviens pas une seule fois un ami de quartier a dit Ana Qbaili ou Ana Chaoui ou Ana Khor. Ana Mdir Bir Jbah, Ana Mbir Shbana, Ana Msabat Laras. Notre identité était liée au quartier. Au quartier, oui. Et donc, quand on me dit que la communauté nationale, ça heurte tous mes repères, et c'est nouveau. Donc, quel est le lien juste entre mais il y a quand même, c'est au nom de la différence quand même. Oui, effectivement, il y avait eux et nous. Il y avait eux et nous. Et il y a d'autres, par exemple, un sport qui n'était pas... Je ne sais pas si on peut répondre, parce que là, oui, c'est quand même des propos assez délicats, assez durs. C'est une remise en cause systématique de toute une histoire. Ça dépend de l'histoire. C'est un point de vue, à mon avis, qui mérite d'être discuté. Parce que là, c'est des prises de position idéologiques. Refuser le fait national et refuser, comme on avait dit, cette distinction, cette typologie, avec un travail scientifique, je fais des travaux de recherche depuis 40 ans sur ces clubs, dans les archives, etc., uniquement et rapporter l'histoire de l'Algérie à sa propre histoire, c'est un non-sens, permettez-moi. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de l'Algérie. Et ça veut dire, quand on fait une analyse objective, scientifique et rigoureuse, il y a différentes sources, une méthodologie qui nous arrive. Je ne donne pas mes impressions, je ne suis pas le centre du monde. Quand nous parlons de faits nationaux, vous parlez du PCA. Oui, le PCA, effectivement, la FSGT et, je dirais, la FST au début, avait une organisation purement communiste qui était l'UJDA, l'Union de la jeunesse démocratique. Alors là, vous la connaissez, et elle prenait en compte, effectivement, les clubs algériens, musulmans, qui n'étaient pas habilités par la Fédération française et qui rentraient dans un championnat corporatiste. Donc, nier, j'allais dire, cette distinction, quand on parle de musulmans, pardonnez-moi, c'est un socle identitaire, ces clubs musulmans, et dans le papier en tête, il y a le croissant et l'étoile. Voilà. Et c'est écrit en arabe. Eh ben, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, etc. Il y avait une différence. Nous, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, monsieur. On ne peut ne pas être d'accord. On n'a pas le droit de déformer les propos. Non. Alors, si vous le permettez, nous allons permettre à notre ami Ja'far Lesbed de nous quitter avec l'espoir donc de vous retrouver tout de suite après pour continuer notre débat sur ce qui nous préoccupe ce soir et en toute sportivité. Comme vous avez eu toute la latitude de le découvrir ou de le redécouvrir, c'est selon. Alger n'a jamais été cette image que Pepe le Moko a essayé de donner. Pepe le Moko est un film français à la solde de l'idéologie coloniale qui avait donc esquissé une façon de voir Alger à travers sa citadelle, à travers la Casbah, d'une manière peu avantageuse, alors que cet espace a toujours constitué un champ de lutte sur tous les plans, que ce soit sportif, nous avons parlé du football, comme nous pouvons parler de la boxe, comme nous pouvons parler de l'athlétisme et du cyclisme, où les Algériens étaient particulièrement performants. Quand je parle d'Alger, madame, mademoiselle, monsieur, je parle inévitablement de l'Algérie. Alger étant le creuset de ce merveilleux pays, puisque dans une maison de la Casbah,
vous avez un Tlemcenien, vous avez un Mozabite, vous avez un Biskri, vous avez un Djijli, vous avez un Chaoui, vous avez l'Algérie dans toute sa diversité et dans toute sa splendeur, cette Algérie que nous aimons tant. C'est donc à partir de l'hôtel El Jazair que nous vous retrouvons donc pour cette deuxième partie de l'émission. Nous avons parmi nous ce soir Youssef Fates, qui est docteur en sciences politiques et professeur à l'université de Paris-Nanterre, Larbi Chebouden, professeur de sociologie à l'université d'Alger 2, Hachmi Arabi, qui vient de nous rejoindre, un Algérien heureux. Oui. Et son livre qui vient de paraître l'atteste d'une manière éclatante. Nous avons avec nous ce soir une dame que nous chérissons doublement. Elle est moudjahida et elle fut conservatrice de la bibliothèque universitaire. Depuis son départ, elle n'a pas été remplacée. Cela prouve à l'évidence que c'est une femme qui a beaucoup de choses à nous raconter ce soir, que ce soit dans le domaine estudiantin, celui des femmes, mais aussi celui du scoutisme, puisque ce mouvement comptait aussi dans ses rangs des femmes. Alors, nous revoilà donc pour parler de la place qu'occupait le sport et la culture donc dans le raffermissement du sentiment national et dans le jaillissement de ce mouvement national. Contrairement aux idées reçues portées par des politiciens, l'acte culturel a été le premier fondateur du mouvement national. Les partis politiques ne sont arrivés que par la suite et il faut rendre hommage, un vibrant hommage à ces hommes de culture, à ces hommes de foi qui ont donc favorisé des débats permanents, qui ont irrigué la conscience nationale et qui ont permis à l'Algérie de se redresser pour devenir victorieuse et porter la dernière estocade à la casse coloniale. Effectivement, on doit revenir un peu à la fonction de la structure sportive. En fait, la structure sportive a une mission. Elle est déterminée par les statuts. Les statuts de cette organisation sportive sont naturellement la détermination d'un objectif qui est celui de la pratique physique, c'est-à-dire une pratique corporelle, comme on le dit, un corps sain, donc la recherche de la santé. La première, un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire la recherche, bien sûr, de cet objectif de santé. Le deuxième objectif, et là malheureusement ce ne sera pas le cas pour les associations musulmanes, algériennes donc, c'est la recherche de la construction de la citoyenneté. La citoyenneté, bien sûr, les Algériens vont aussi, grâce à la structure sportive, être en contact des modes de fonctionnement, on va dire, d'une association qui va préfigurer, entre guillemets, comme j'avais dit tout à l'heure, la conscience nationale et en même temps la structure globale politique. C'est savoir, effectivement, élire à, j'allais dire, à bulletin secret, un comité de direction qui est l'émanation. Donc, dans cette association sportive, les Algériens apprennent le processus, on va dire, de vote, qui est élémentaire. Hein, c'est qui nous donne. Donc, il y a une sorte de rupture générationnelle, et puis rupture, mais pas de discontinuité totale, pas de révolution, sur les modes de pratique. Il y a, bien sûr, à cette période-là, naturellement, le sentiment d'appartenance, qu'on le veuille ou non, au Sof, au Harouch, à la tribu, etc. Nous n'étions pas encore, il n'y avait pas encore la construction de la nation.
Et là, la mise en place de ces structures va permettre, sur le plan pédagogique, l'apprentissage élémentaire du processus démocratique. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est que l'association sportive, lorsqu'elle est investie par les Algériens, on va détourner son sens. On va se l'approprier, puisque ce n'est pas une structure, c'est une, pour certains, effectivement, disaient, c'est une bid'a, elle vient, c'est l'objet du... Mais n'oublions pas que l'appropriation, l'acculturation, c'est l'appropriation, le détournement et la faire fonctionner pour son propre compte. Donc, les Algériens, les musulmans, comme vous disiez, vont naturellement détourner cette structure. Elle devient le médium de la revendication et de la construction identitaire. Comment? Bien sûr, on dit, il ne faut pas uniquement... D'abord, il y a sur trois points. Le premier axe, le club sportif, on va dire, grâce à ses symboles, à ses couleurs, sur le visuel, va entraîner du point de vue de l'imaginaire. Il y a une construction d'un imaginaire qui renvoie à un socle identitaire. Deuxièmement, dans la prise de parole, n'oublions pas que les stades vont être l'endroit où non seulement des agitateurs professionnels du mouvement national vont prendre la parole, mais il va y avoir aussi élaboration de slogans hostiles et en direction des, des autorités coloniales. On retrouve par exemple dans les archives de la police coloniale, à l'époque, puisque tout était, pas uniquement la police, la gendarmerie, la PRG, la mairie, etc., tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait était, pris en compte. Et à ce moment-là, on voit par exemple dans les slogans, je prends un exemple, il y en a plein, hein, c'est d'abord « cette terre est à nous », nous voulons, ça rappelle un petit peu le geste de Messali El Hadj en 1936 au stade municipal d'Alger. Août 1936. Il y a des slogans contre la France coloniale, etc. Nous revendiquons la pratique sportive, parce qu'il y avait des contraintes, des obstacles énormes qui étaient réservés aux Algériens. Pour la lettre M, lorsque les Algériens naturellement construisaient et déposaient les statuts, au niveau des autorités coloniales, en particulier auprès de la préfecture, ils refusaient la lettre M. Ils disaient non, enlevez la lettre M, musulmans, mettez F. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons l'équipe de Guelma, c'est le FSMG. Et nous avons aussi l'équipe de Sétif, l'USMS. L'USFMC, pardon. Donc la lettre F est obligatoire. Donc il ne faut pas oublier que la revendication de ce M était très importante. Et d'ailleurs, les Algériens, grâce à ça, effectivement, montraient qu'ils étaient autres que ce que les Français... Le nom de la différence. Le nom de l'altérité était là. Et on le revendiquait. C'est l'Arabie Chiboudan. Comment expliquez-vous cette singularité et en même temps la prééminence de la culture sur l'acte politicien? Eh bien, écoutez, les explications, sont nombreuses, mais il faut au moins en choisir celles qui ont du sens. Dans la mesure où, avec les débuts du siècle XX, la montée du nationalisme et des partis qui viendraient avec, les conditions sociales et politiques faites à la société dominée, ont fait qu'il y a éclosion de facteurs déclenchants d'une certaine renaissance, dans la mesure où on était en train de se rendre compte qu'on allait directement vers l'acculturation. Or, il se trouve que cette revendication de l'identité qui a sauvé la société algérienne de cette acculturation. Il y a plus particulièrement des secteurs culturels qui ont accompagné, et non pas qui ont été adossés, au fait de l'action nationaliste. Tout à l'heure, nous étions en train
de parler d'un segment qui était celui du mouvement sportif. Et nous avons vu vers quoi il a mené les acteurs et les joueurs de sport, les grands sportifs et les grands noms, qui sont par la suite devenus des symboles de la société. Pas seulement des fans du sport, mais qui entraient dans les exemples à suivre et qui faisaient partie effectivement de la culture sportive et de la culture populaire. D'un autre côté, du point de vue de la pensée, de la réflexion, de la production de l'idée, de la production de la connaissance, on aura effectivement ces personnages qui sont algériens ou d'origine algérienne en tout cas, pour lesquels on s'est rendu compte qu'ils avaient une mission, j'allais dire en exagérant un peu, d'une certaine sacralité à faire renaître, à faire se développer l'action culturelle. Et on retrouvera particulièrement les grands motifs de ce que je viens de dire dans les mémoires de Mahidine Mshtarzi, par exemple. Oui. On découvrira la société algéroise fréquentant le théâtre. Ça n'est plus le cas en ce moment, rappelez-vous. Hein. Très juste. On découvrira un théâtre où les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. En tout cas, les séances étaient organisées de telle sorte que les uns et les autres pouvaient y aller, particulièrement à certains moments de week-end. Et en même temps, on n'oubliera pas aussi qu'on a eu des acteurs de cinéma qui ont joué dans des films, à l'exemple de Momo, Ibrahim, et à l'exemple d'autres personnages, des musiciens de la grande musique classique, à l'exemple des Gerbouchen, etc. Et puis alors, à ce moment-là, on va se rendre compte, en parlant de ces choses-là, qu'on est loin de Pepe le Moko. Les décors qui ont servi à faire le film de Duvivier vous montrent une maison où se nourrit beaucoup plus des sentiments de claustrophobie que la maison de la Kasbah avec son Oustdar. Et ce que les gens oublient, c'est qu'à cette époque-là, la Kasbah était aussi dotée de somptueuses demeures qui étaient les héritages de grands négociants de l'époque précoloniale où on parlait dans certains écrits de citadinité avérée, à des niveaux de raffinement, au développement de certaines musiques, qu'elle fût soufie, qu'elle fût andalouse, ou avec l'avènement du Chabi, tout le monde connaît un petit peu les étapes et les trajectoires de ce type de mouvement. On n'oubliera pas aussi qu'il y avait des éditeurs de livres. Oui. C'est vraiment des choses... J'ai cité Rodossé, par exemple, qui avait même édité un Coran. Vous imaginez même cette mission est particulièrement difficile. Oui. On aura du cinéma, on aura du théâtre, on aura aussi de la littérature, mais tout cela est accompagné. C'est pourquoi je parlais de facteurs déclenchants, parce que c'est plusieurs variables qui se combinent avec les penseurs, avec l'avènement de ceux qui viennent faire dans l'apologétique de l'islam, et donner, expliquer, expliciter l'islam éclairé. Et alors, dans toute la rigueur du texte, mais en même temps avec les pédagogies qui correspondent au fait que les gens allaient et devaient comprendre ce qui était, en tout cas, exprimé dans les discours. Je crois que c'est une période, c'est pourquoi je parlais de facteurs déclenchants, c'est une période où l'avènement culturel faisait partie, de manière consciente ou pas, de toutes ces stratégies de l'action nationaliste, cette fois au titre générique, qui vont conduire aux formes, comme je le disais tout à l'heure, politiques et culturelles de lutte contre les formes de ségrégation et de domination. On n'oubliera pas aussi que cela est à relier avec les échecs des tentatives coloniales de création de statut de l'Algérie. Il y a eu un certain nombre d'auteurs qui faisaient dans leurs écrits des avertissements aux autorités métropolitaines, où vous prenez des décisions, vous prenez les courages politiques pour éviter la future explosion, ou alors ce sera l'explosion.
Et je crois que c'est ce que nous avons vu. Alors, on se rappellera les projets Bloom-Violette pour le statut de l'Algérie, et on se rappellera aussi comment ce projet a été perçu, lu, et quelles provocations et quelles réactions auxquelles il a donné lieu comme projet. Il est mort quasiment sur le fait. Le statut de l'Algérie de 1947, aussi, il va donner, comment dire, il va mettre fin, par exemple, au code de l'indigénat, il va donner la citoyenneté française, mais de seconde zone, s'il vous plaît, etc. Alors, c'est tout cela, si vous voulez, qui fait que tous les secteurs étaient nourris d'un espoir, d'une sociologie de la libération. Le Mouloudia d'Alger n'est pas un club ordinaire. Il a été à l'origine, quelque part, à travers Boras, de l'émergence du scoutisme, de la Chabiba. Contrairement aux idées reçues, la Chabiba n'a pas été créée par Jamaït al-Ulama. Jamaït al-Ulama est né en 1931, Chabiba est né en 21, 10 ans avant. Et des femmes y ont joué un rôle très important à l'époque où le savoir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue ceci, c'est grâce au savoir que l'Algérie s'est libérée. Lorsqu'on dit que la révolution algérienne est une révolution paysanne, c'est faux. La révolution algérienne a été le fait de la citadinité et de la ruralité, d'une fusion fondatrice. Sans le savoir, on ne se serait jamais libéré. C'est pour cela que la ville a joué un rôle important et déterminant, même dans la religion, dans l'histoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Mohammed, accordait une place très importante à la ville, le Médina, par rapport au Bédou, pour la simple raison que le savoir y était, et une nation sans savoir est un ruisseau asséché. Alors donc, le Mouloudia, il faut peut-être le porter à la connaissance des téléspectateurs, a été à l'origine de la création de plusieurs associations de musique classique algérienne, parmi lesquelles Al-Mizhar, Al-Hayat, Gharnata. Bint Fahi donnait chaque week-end un concert au siège du Mouloudia, au nouveau siège. Le Mouloudia a été à l'origine de la relance du Chabi à travers deux ténors que les téléspectateurs connaissent, Hajj Mrizq Allah yarhamou, qui était président de la section natation et ensuite vice-président du club, et Hajj Mohamed Lanqa, deux grands ténors donc du Chabi. Et c'est grâce justement à ce club qui arrivait toujours à réserver un arrière-plan à une association musicale pour faire ses répétitions, pour dire qu'il y avait des entrelacs entre le mouvement culturel et le mouvement sportif. Les deux procédaient d'une réalité objective, celle qui consistait à raffermir le sentiment national et à faire en sorte que le déclenchement de la révolution se fasse selon le vœu de Messali el-Hajj, qui a été le premier à réclamer l'indépendance nationale en février 1927, plus exactement, au congrès anti-impérialiste de Bruxelles. Donc, et bien sûr, c'est le sentiment partagé par tous les Algériens. C'est le Hachmi al-Arabi. Donc, je suis émerveillé devant des gens comme le professeur Fartès qui consacrent 40 ans de leur vie à étudier le sport, ses origines, son évolution. Pour étudier le sport en Algérie, il faut l'étudier ailleurs, et puis aller à l'université pendant des jours et des jours et des années, et pendant 40 ans, étudier l'histoire du sport en Algérie. Je trouve ça merveilleux, parce que c'est comme ça que les peuples, tous les peuples du monde se sont faits. C'est par le travail, le savoir, la recherche, et surtout l'abnégation, parce que c'est pas facile. Je vous dirais franchement, personnellement, je ne pourrais pas consacrer 40 ans de ma vie à étudier le sport. Et je vous admire.
comme M. Chebouzen aussi, de la même façon. Il a fait un travail sur Alger, c'est extraordinaire. Or, moi, j'ai fait connaissance avec la culture tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. D'abord par amitié. Par amitié, je connaissais un gamin, j'étais aussi gamin, qui s'appelait de Berchif. C'est Mourad. C'est Mourad. De Berchif, moi, je suis fils de pauvres, on appelle ça en allemand Lumpenproletariat. Donc, je veux seulement dire aussi que je dis Lumpenproletariat parce que j'ai fait des études en Allemagne et je les ai terminées, alors que j'étais militant du FLN, et militant et activiste du FLN. Donc, les gens de savoir, je les adore, donc je reviens à mon origine. Fils de pauvre, un jour, je rencontre de Berchif, il me dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» Je dis « Rien du tout, je ne deviens rien. Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, on est bien fait de Maadnous ou le الحشيش مقطفة والحميصة ومرة كاش قنينة ولا كاش دجاجة. قال لي « Tu sais, où est toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, moi, je suis en train de faire de grandes choses. »« Ouais, chez Sarbi. » Il dit, moi, d'abord, j'ai constitué un groupe scout. Et moi, je me suis inscrit au PPA. Et aussi, non. Et moi, je prends des cours du soir à Cheikh Abdrahman Djilali. Tu connais Abdrahman Djilali? Non, qui c'est ça? Ça, c'est un cheikh qui est là, dans une médersa qui s'appelle Tarbiya wa Ta'lim, et qui donne des cours du soir. Ça t'intéresse? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, ça. Mais le lendemain, je me pointe عند الشيخ هذا السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ نحب نسجل روحي قال لي سجل له ما تسجلش tu veux venir au cours mais prends un banc et prends une place et écoute. Donc j'écoute la première leçon du cheikh et le surlendemain j'assiste à une réunion de cellules commandées par de Berchif, sous la houlette de Dédouche Mourad, parce que c'était notre maître incontesté. Je parle de 1946. Il était véritablement... Il avait une espèce d'aura, il ressemblait... Moi, je ne connais pas Abban Hamdan, mais il a de grandes ressemblances avec Abban Hamdan, d'après ce que j'ai lu sur Abban Hamdan. Moi, je ne l'ai jamais connu. Mais Dédouche, il était comme ça. Donc, je me suis mis là. La première leçon que Cheikh a donnée, il a écrit au tableau 4 vers, Biqadri al-Kaddi, par l'effort, on atteint les cimes. Wa man talaba al-ula sahir al-layali, celui qui veut aller très haut, il doit veiller les nuits. Yarussu al-bahra fi talabi al-ali, il doit plonger très profondément pour cueillir les perles. Wa yahza fi siyadati wal-nawali, il devient ce qu'il veut après. Wa man talaba al-ula bi ghayri kaddin, celui qui veut arriver au cime sans effort, Allah al-umra fi talabi al-muhali. Voilà, c'est la première leçon que j'ai écoutée. Je suis allé à l'école primaire française. À cette école, j'ai reçu plus de coups que de connaissances. Jusqu'au jour où je rencontre de Berchif et que je rencontre ce grand monsieur, ce savant, cette espèce de génie qui s'appelle Abdrahman Djilali. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit et que je ne savais pas écrire, puisqu'il avait écrit au tableau, je ne connaissais même pas l'alphabet, et je me suis dit, ça, c'est quelque chose de très bien. J'ai une mémoire, il faut que j'apprenne ça par cœur. Et je suis allé chez moi et j'ai commencé à réciter le tête, ce que le cheikh nous avait écrit au tableau. Et je n'ai pas dormi la nuit jusqu'au moment où, le lendemain, j'avais appris le poème qu'il nous avait dit. C'était si extraordinaire que je ne voulais pas l'oublier. Et puis, le lendemain, Cheikh Abdrahman nous a donné un autre cours extraordinaire. Innama nahnu
Ummatun tadra'u dhayma. Nous sommes un peuple qui rejette l'injustice. Nous sommes un peuple qui rejette tadra'u dhayma wa ta'ba an tastakina liwali. Et qu'elle se mettra jamais à genoux devant quel que soit le chef. Si le tyran veut nous faire du mal, eh bien, nous le rejetterons de sa hauteur ou de ses cimes et nous le mettrons par terre. Alors, quant au deuxième jour de mon entrée dans cette école, j'apprends ça, et que d'un autre côté, j'ai assisté à une réunion de cellules avec de Birchif que vous connaîtrez, et je le dis maintenant, par l'intermédiaire du livre de Madame Zohradef. Et Cheikh Abdelrahman Jalili, il avait une connaissance, plus qu'une connaissance, une amitié, une grande amitié avec le Cheikh Ben Cheneb. Cheikh Ben Cheneb, Mohamed Ben Cheneb, qui était, comme vous savez tous, docteur en littérature à l'université d'Alger. Or, et il y avait également ici à Alger un monsieur d'une grande valeur qui s'appelle Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa. Alors, Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa, si je vous racontais son histoire, moi comme je la connais, on n'en finirait pas. Oui, un grand soufi de la tariqa tijaniya. Pas seulement ça. C'était un monsieur extraordinaire. Qui a été l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur l'astronomie. Non. D'ailleurs, l'association Ramplouni Al-Sri lui avait consacré un vivant hommage. Il a écrit un livre qui s'appelle c'est un livre en 2 volumes, c'est-à-dire qu'il a pris l'histoire de l'Algérie, pas celle des Français. Êtes-vous un Algérien heureux Mais je le dis sur 720 pages. Hein. Sur 720 pages, oui. Sur 720 pages, je le dis avec beaucoup de détails. Alors vous dites grosso modo quoi exactement? Je dis que les Algériens doivent être heureux parce que l'Algérie est le plus merveilleux pays du monde. Alors, madame, comme dirait l'autre, alors vous êtes universitaire, vous aviez dirigé la bibliothèque universitaire de l'université d'Alger, ce qui n'est pas peu de choses. Vous avez été surtout dans le mouvement estudiantin qui a apporté sa pleine contribution au mouvement national, puisque par la suite, vous allez devenir la Moudjahida que votre famille et votre pays attendaient. Alors, dans quelle mesure, justement, le mouvement estudiantin, depuis les années 20, a-t-il contribué d'une manière efficiente au raffermissement de la personnalité nationale et à la libération du pays? Merci de me donner la parole. Et je vais rebondir sur tout ce qui a été dit. J'essaierai de le faire rapidement. Très bien. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre d'abord l'arabe à l'école coranique, parce qu'à l'époque, la femme qui était 2 fois colonisée par le code de l'indigénat, si l'homme l'était, la femme l'était doublement. Parce que nous étions, nous, enfermés. Et celles, les rares comme moi, qui ont eu la chance, d'autres m'ont précédé, mais elles n'étaient pas nombreuses. Mais déjà, de mon temps, on nous comptait sur les doigts d'une main. Et grâce à la famille, grâce à l'ouverture des parents, qui étaient conscients que seul le savoir, pour rebondir sur ce qui a été dit, pouvait nous ouvrir une porte et nous donner des armes pour pouvoir nous défendre dans un monde qui n'était pas facile et qui ne l'est toujours pas pour la femme. D'ailleurs, nous continuons de nous battre pour des droits que nous croyons acquis en participant
à cette guerre de libération comme citoyenne à part entière. Et hélas, après le code de l'indigénat, je suis obligée d'y faire recours. Je suis sociologue de formation. Et j'étudie ma société que j'observe. Ce code infamant nous renie, en quelque sorte. Et nous sommes encore, nous, combattantes, actrices de cette guerre qui nous a broyés. Nous sommes obligés de quémander des droits que nous croyons acquis en 62. J'arrête là parce que je risque d'aller trop loin. Je reviens donc en arrière. Grâce au savoir que j'ai pu acquérir, je suis entrée donc à l'université après avoir, moi aussi, pour ma chance, côtoyé des hommes, des militants vaillants. J'avais comme voisin, je suis née à Tiaret. Ma mère donnait naissance à toutes ses filles. Hélas, en 1941, toute sa famille a été décimée par le typhus. Et comme mon père avait été gazé dans les tranchées de Verdun, avec un asthme chronique, il lui fallait vivre en altitude. Nous avons choisi la ville de Tlemcen. Et je ne regrette pas d'y avoir grandi. Et comment? Parce que c'est une ville qui était ouverte, bien que conservatrice sur certains plans. Là, j'ai eu la chance dans un quartier assez cossu, Al-Qal'a, où nous vivions dans de belles villas, voisines de la famille de Messali Hadj. Et surtout, j'ai grandi avec le célèbre colonel Lotfi, Ben Ali Boudren, qui avait mon âge. Nous avons 2 mois de différence. Puis, mon père est décédé à Tlemcen. Ma sœur aînée a été la première à passer son baccalauréat à Tlemcen. Et nous n'avions plus de raison, puisque nous étions longs pour les raisons de santé de mon père. Et puis que ma sœur devait entrer à l'université. Nous avons donc quitté Tlemcen en 1953, un an avant le déclenchement de la guerre. Et nous sommes arrivés à Alger. J'avais déjà ma première partie de bac acquise à Tlemcen. La seconde, je l'ai passée au lycée de la Croix, près de l'université. Et là encore, nous n'étions que quelques jeunes filles, dont Hassiba. Le lycée de la Croix, qui est Alger. maintenant Alger, pour situer un peu. À Alger, oui, nous arrivions à Alger. Et là, j'ai connu Hassiba Bombali, qui avait 2 ans de moins que moi. Donc, elle a pris le maquis à 16 ou 17 ans, sans avoir acquis le bac. Puis, le baccalauréat acquis, avec mention, ce qui n'était pas rien à l'époque. J'arrive à l'université, ne connaissant personne, et je tombe par hasard sur un condisciple qui était Amara Rachid, rien que ça, en octobre 1955. Et lui-même vient vers moi, pour quelle raison, je ne sais pas. On était peut-être une vingtaine d'étudiantes à l'époque. La raison est entendue, pour un militant. Et on préparait les élections de l'UGMA. Là, c'est pour la section d'Alger. L'UGMA avait été créé en juillet par un congrès, 55, à Paris, et chacune des universités qui comptaient des étudiants algériens, à Montpellier, par exemple, Cheikh Misti qui a été président de la section, à Alger, c'est Ben Yahya. Mais je précise... Il faut peut-être préciser qu'il y avait une association des étudiants, oui, mais qui n'acceptait ni musulmans ni juifs. Oui. Il faut le préciser. Oui. Alors, c'est l'histoire du M, du fameux M. Mais je précise justement que nous avions 2 listes à l'époque. La nôtre, bon, moi je vous dirais que je me suis engagée. J'étais très mobilisée parce que nous avions vécu, j'étais adolescente, lors des événements du 8 mai 1945, qui ont marqué l'inconscient collectif de toute l'Algérie. J'arrivais donc armée à l'université. J'ai donc accepté sans discussion et j'ai été élue par hasard. Je l'ai su parce que Alaoua Ben Batouche, paix à son âme, est venu m'annoncer que j'avais eu la majorité des voix. Pourquoi encore? J'imagine que c'est parce que les étudiants à l'époque n'étaient pas misogynes. On a été 2 jeunes filles sur les 7 que nous étions à être membres de ce bureau. Bon, les événements se sont précipités.
Et on a appris bien sûr la mort de nombreuses, Houhou à Constantine, Benzer à Tlemcen, un jeune lycéen de bougies brûlées dans sa dachara pendant les vacances. Et l'élément déclenchant, c'est la disparition de Hajjaj, qui n'est pas mort d'ailleurs, on croyait, et les étudiants, les lycéens et collégiens très mobilisés dans une association qui était proche de l'UGMA, voulaient en découdre avec la France. Et je dois dire, nous n'étions qu'environ 200 étudiants, alors qu'ils étaient des milliers. Et nous avons donc décidé, j'accélère parce que je pense que c'est pas, non, le temps passe. Madame, de toutes les manières, nous allons revenir dans une prochaine émission qui sera dédiée justement au rôle joué par les étudiants et notamment la grève des étudiants. Vous aurez tout le loisir donc de parler justement de cet itinéraire. Maintenant, comme on dit ceci, hein, le temps ne nous fait pas de cadeaux. Madame, mademoiselle, monsieur, je n'ai plus qu'à remercier en votre nom à toutes et à tous les invités de ce soir et quel plateau, et qui sont Youssef Fates, docteur d'État en sciences politiques et professeur à l'université Paris-Nanterre, Larbi Cheboudan, professeur de sociologie à l'université d'Alger 2, Hachmi Arabi, auteur. Et quel immense auteur dans la mémoire irrigue des pans importants de la mémoire collective nationale, de la même manière que Madame Qaddour. Je m'excuse vraiment parce que votre façon de restituer est très apaisante et porteuse d'un optimisme insondable, quelle que soit l'adversité et les difficultés qui nous sont imposées quotidiennement depuis. Je n'ai plus qu'à vous dire un samedi sur deux, donc dans 14 jours plus exactement, dans le cadre d'une nouvelle escale de votre émission. Au revoir.